Bonjour à tous et bienvenue à l'appel du MOS, ce podcast 100% scout qui met en lumière la beauté du scoutisme. Ici, nous recevons des chefs par rapport à leurs compétences, leur expérience et leur savoir-faire. Aujourd'hui, nous recevons un chef, le commissaire Désiré Silué, qui milite au sein de l'Association des éclaireurs et éclaireuses évangéliques de Côte d'Ivoire. Dans cette association, il occupe la fonction de commissaire national adjoint et est également le secrétaire général. Par ailleurs, il est commissaire fédéral chargé du patrimoine à la Fédération ivoirienne de scoutisme. Il totalise plus de 25 années de pratique scout et est un chef de troupe titulaire. Depuis 2020, il est également détenteur de 3 bûchettes. C'est une joie pour nous aujourd'hui de le recevoir. Nous allons apprendre à savoir qui est le chef Désiré, son parcours et surtout, il aura à nous parler sur un thème très intéressant qui est la progression jeune. Si le contenu scout vous intéresse, que vous soyez scout ou pas, il est important de s'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo qui sera publiée sur cette page. On y va pour la découverte de notre invité. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis le chef Sylvie Kigbafouri Désiré. Un petit nom fait pas chienne, mais Kigbafouri. Voilà. Donc, je rejoins aujourd'hui cette plateforme d'échange qui fait du bien à notre mouvement scout. Et donc, on dira qu'aujourd'hui, je réponds à l'appel du MOS. Eh bien, bonjour chef. Bonjour, chef Armel. Merci d'honorer ce podcast par ta présence aujourd'hui. Mhm. C'est un honneur pour moi de te recevoir sur ce plateau. Euh, je me suis toujours demandé quelque chose. Je sais qu'en dehors du scoutisme, tu es également moniteur, tu formes même des moniteurs, tu as des fonctions importantes au niveau de ton association, tu as des fonctions professionnelles, tu es père de famille. Je me suis toujours demandé comment tu arrives à gérer tout ça? Parce que effectivement, pour ce que j'arrive à voir, tu es bon dans tous ces domaines. Comment on arrive à avoir plusieurs casquettes comme ça et puis à gérer ça parfaitement? D'accord. Bonjour, chef Armel. Merci pour l'occasion donc que tu me donnes de me retrouver sur ce plateau, ce podcast pour échanger, C'est moi qui suis parler de moi. honoré, chef. Ah non, c'est un honneur partagé hein, parce que donc c'est bien, c'est une bonne initiative déjà. Ça permet donc de mettre en lumière le scoutisme qui est méconnu par plusieurs et pourtant qui fait assez de bien. Alors pour revenir à ta question, parfois moi-même je me pose également la question, je me demande mais comment je fais pour honorer tous mes engagements par rapport à ce que je fais effectivement. Mais le maître mot de cela, je dirais, c'est la passion. D'accord. C'est la passion parce que derrière tout cela, j'aime servir le Seigneur. J'aime Dieu, j'aime servir le Seigneur. J'aime Jésus. Et là où il y a le besoin de me rendre utile, je n'hésite pas à le faire. Comme tu l'as dit, dans tout ce que je fais, il y a un élément qui est beaucoup lié à l'éducation. Mhm. Donc, l'école de dimanche, où je suis moniteur et puis également formateur de moniteurs, le scoutisme, sont des éléments qui sont liés directement à l'éducation. Pourquoi? Parce que je me dis qu'aujourd'hui, la meilleure façon de se préparer, de préparer le futur, l'avenir, c'est de miser dans la jeunesse. Si demain nous voulons un avenir meilleur, il faut aujourd'hui miser sur les jeunes. Et quand je pense au futur que j'aimerais bien voir pour l'église, pour le monde, je me dis, ce que je peux faire aujourd'hui, je le fais. C'est vrai que c'est pas facile, mais avec mon épouse qui me soutient, mes enfants qui me comprennent, j'arrive à honorer tous mes engagements. Mais après aussi, il faut se poser les vraies questions et puis après commencer à déléguer pour pouvoir se concentrer plus sur la vie de famille. Et je suis arrivé à ce niveau-là. Donc, globalement, la passion me permet d'atteindre tous mes objectifs. J'aime ce que je fais, j'aime le Seigneur. C'est très intéressant. C'est le carburant, Voilà. Le vrai carburant. le vrai carburant. C'est intéressant. Mais je veux savoir aussi, qu'est-ce qui influe l'autre? Je veux dire, c'est premièrement l'apprentissage ou je veux dire que la volonté, l'envie ou la passion qui est créée par le scoutisme qui déteint sur les autres activités que tu as notamment au niveau de l'école de dimanche et même peut-être les activités professionnelles, ou c'est le contraire? Alors, il faut dire que l'élément déclencheur, c'est le scoutisme, en fait. C'est parti du scoutisme. Bah, j'étais un jeune comme tout le monde. C'était les jeux vidéo, Mortal Kombat, Street Fighter, Killer Instinct, Ouais. avec les Hadouken X et tout ça. Les salles de jeux vidéo, c'est là-bas que je me retrouvais plus. Et puis, j'avais des amis scouts qui, de temps en temps, venaient nous saluer Mhm. et qui m'ont parlé du scoutisme dans les Ouais. années fin 2000, fin 99-2000. Et quand je suis arrivé dans le scoutisme, quand j'ai découvert le scoutisme, je me suis rendu compte que j'avais un potentiel Mhm.
qui, s'il était bien orienté, pouvait vraiment être utile à la Servi. société. Et c'est de là que c'est parti. Donc, c'est après le scoutisme que j'ai intégré l'école du dimanche, D'accord. que j'ai intégré les autres départements. Donc, l'élément déclencheur, Le le scoutisme. catalyseur principal, ça a été le scoutisme. C'est intéressant en tout cas de savoir que aujourd'hui le scoutisme peut effectivement déclencher quelque chose chez certaines personnes, Ah oui, ah oui, ah oui. réveiller surtout des potentiels ignorés quelque part. Effectivement. Je te fais même une confidence. C'est grâce au scoutisme que je me suis converti. C'est de là qu'est partie ma conversion. C'est au cours d'une activité aux assemblées de Dieu, les assemblées de Dieu, Temple Shalom de Yopougon. C'est là-bas D'accord. que j'étais baptisé au Saint-Esprit en pleine activité scout. C'est le scoutisme qui m'a rapproché de Jésus véritablement. En fait, je dois tout au scoutisme. Bon, si un mouvement comme ça qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, écoute, peu importe. Moi, je fonce. Parce que je dois beaucoup à ce mouvement par le Seigneur Jésus. Et effectivement, pour nous qui avons la chance de te côtoyer, Hmm. ça se voit vraiment que si c'est pour foncer, en tout cas le chef désiré n'hésite pas à foncer. Mais il y a une chose également que j'ai remarqué, c'est cette soif de recherche, de toujours chercher, fouiller. Ça vient d'où? Et puis ça répond à quoi? Alors, comme j'ai tantôt, on a une grosse responsabilité. Nous avons des jeunes aujourd'hui qui sont avec nous. Demain, on sera âgé, on sera pas là forcément. Mhm. Et dans la vie, il y a ce qu'on voit et il y a ce qu'on ne voit pas. Donc, il y a la surface visible et puis la surface invisible. Mhm. Mais très souvent, c'est l'invisible qui influe beaucoup sur le visible. Donc, je me dis, derrière toute réalité, il y a une sous-réalité. D'accord. Si j'ai réussi à capter la sous-réalité, Mhm. alors je maîtrise la réalité. Donc, j'aime beaucoup chercher, j'aime beaucoup fouiller, parce que tout ce que je vois n'est pas forcément la vérité. La vérité se cache derrière la recherche. Et comme j'aime la vérité, j'aime la transparence, j'aime connaître la profondeur des choses pour comprendre le pourquoi des choses, j'adore fouiller. Et quand je parle à un jeune, il sait de quoi je parle. Mhm. Et quand le jeune veut peut-être m'induire en erreur Oui, avec son intelligence, parce que j'aurais cherché, il ne pourra pas me duper. c'est Et vrai. je deviens un bon éducateur pour lui, parce que la connaissance fait de nous des personnes de qualité. Celui qui Mhm. connaît peut orienter, Ça, mais celui qui ne connaît pas peut facilement être c'est désoriente et il désoriente. exactement, exactement. Et pour ne pas déformer et pour mieux former, je suis obligé de chercher, comprendre, connaître pour inculquer les bonnes valeurs. Effectivement, c'est très intéressant parce que par rapport à ta relation directe ou indirecte avec certains jeunes, hein, Mm. j'ai été surpris lorsque j'ai fait l'hommage que je t'ai fait sur mon compte Facebook. Ah, encore merci pour ça, parce que vraiment, ça m'a vraiment surpris, ça m'a vraiment agréablement surpris. Ça. Non, je suis personnellement de ceux qui pensent que il est important d'honorer les chefs qui ont, qui nous ont impactés Mm. de leur vivant. C'est ça, pour moi, hein, ça sert à rien d'attendre quand le chef n'est plus là, de faire de longues éloges. C'est plus intéressant, à mon sens, d'honorer le chef pendant qu'il est vivant. Et moi, je l'ai fait parce que c'est effectivement l'influence de te côtoyer qui a réjailli sur moi que j'ai simplement exprimé Oula. à travers l'hommage. Mais le point qui m'a marqué et surpris peut-être, je sais pas si tu as lu les commentaires en bas du post, J'en ai lu juste quelques-uns. quelques-uns. Mhm. Il y en a eu près d'une trentaine, je crois. Et j'ai constaté que je n'étais pas le seul à sur qui tu avais une influence, au fait. Il y en a beaucoup. Il y a de nombreux jeunes qui, en dessous de la publication, ont dit effectivement, c'est pareil pour moi. J'apprécie beaucoup le chef. Il est, en tout cas, avec beaucoup d'éloges également. Et sur le coup, je me suis demandé, ça fait quoi? De sentir que on a autant d'impact et d'influence sur les jeunes. D'accord. Déjà, ça fait plaisir à savoir. On se rend compte que ce qu'on fait n'est pas vain. On voit les fruits de ce qu'on fait. Et puis, c'est intéressant à savoir parce que déjà, on se rend compte qu'avec Jésus, quand on sème, on récolte toujours ce qui est bon. Et donc, on est content déjà de préparer une génération de leaders. On est content de ça. Mais en même temps, ça fait peur. Mhm. Ça fait peur parce qu'on se dit, bah, on n'a plus droit à l'erreur. Parce que Effectivement. ces jeunes qui aujourd'hui se reconnaissent en nous, demain, si une situation survient, ça sera l'effet contraire. Mhm. Donc, en même temps qu'on est heureux, en même temps aussi, ça nous amène à être encore beaucoup plus engagés parce que les enjeux sont énormes. On n'a pas le droit de décevoir ces jeunes qui se reconnaissent en nous. Je n'ai pas le droit de décevoir ces jeunes qui se reconnaissent en moi. Donc, en même temps que je suis content, en même temps, ça fait plaisir. En même temps aussi, ça fait peur, c'est stressant, c'est C'est inquiétant. une lourde Une lourde responsabilité. responsabilité. Voilà. Et donc, ça fait que, au fur et à mesure, on se bonifie davantage pour ne pas décevoir ceux qui nous ont fait confiance depuis la base. Comme c'est très intéressant. Mm. On a voulu un peu te connaître, savoir un peu qui tu es. On va entrer de plein pied dans le volet formation. Je te suis. Je sais que tu es chef de troupe titulaire
et donc travaillant à la branche verte. Je veux que tu me donnes une définition de la troupe, mais pas la définition classique. Je veux dire sous un autre œil. Quand je parle de définition classique, je veux parler de la troupe, c'est de 13 à 17 ans, tout. Comment tu définis la troupe en dehors du cadre de l'explication classique, je vais dire. D'accord. Je prends surtout comme exemple le fait que, par exemple, la meute, elle me dit, en dehors de, comme j'ai dit, la définition classique, elle me dit que la meute, c'est la famille heureuse, ces genres de trucs. Comment, dans ce sens-là, hein, tu pourrais définir un peu la troupe? La troupe, c'est la vie en forêt. C'est l'aventure. Pour essayer d'imaginer la troupe, je prends un adolescent, je le mets devant une forêt, et Mhm. puis je lui dis, écoute, tu entres ici, et puis on se retrouve de l'autre côté. Mais Ok, si tu as besoin de moi, tu m'appelles en fait. Il devra braver la peur, il devra relever des défis, des challenges, et il devra avoir le courage de continuer pour traverser la forêt. Donc la troupe, moi, c'est un peu ça, c'est une aventure, parce que on rentre dans un environnement où il n'y a que des défis, des challenges. L'adolescent est confronté à pas mal de réalités, mhm, et la vie devient pour lui un grand univers méconnu, une forêt. Et dans cette forêt-là, il doit se frayer un ok. chemin. Il devra affronter des animaux sauvages. Il devra affronter des obstacles naturels. Et c'est quand il réussira à traverser cela qu'il dira, j'ai vaincu. Donc pour moi, la troupe, c'est l'aventure. C'est une vie. C'est comme une vie en forêt pour l'adolescent. C'est bien, j'aime bien l'image. Si je veux ramener ça, on va dire, hein, à quelque chose de plus concret, je dirais que, par exemple, la forêt, c'est le monde actuel. C'est, comment dirais-je, c'est tout ce qu'il y a, hein, de bon et de mauvais dans la jeunesse aujourd'hui. Et moi, je rebondis dessus en te demandant, d'après toi, euh, comment le scoutisme peut amener l'enfant à bien s'orienter justement dans la forêt, imagine dont tu parles. D'accord. On revient un peu à Brownsea D'accord. avec Baden-Powell. Mhm. Suite à l'expérience qu'il a vécue donc à Mafeking, Mhm. il s'est rendu compte que les jeunes avaient un certain potentiel. Mhm. Il organise donc un camp expérimental pour s'assurer que ce qu'il avait remarqué chez les jeunes à Mafeking pouvait être traduit en système éducatif. Éducatif. Le jeune adolescent, il peut rêver. Mhm. Le jeune adolescent, il veut réaliser des choses. Mhm. Dans sa vie d'adolescent, l'impossible n'existe presque pas. Il devient donc un réceptacle où il y a assez de potentialité. Seulement, il faut juste lui créer Un cadre. un cadre où il comprendra qu'il a ce qu'il faut Mhm. pour pouvoir agir. Le scoutisme vient dire à ce jeune-là, au travers de la loi, Mhm. scout, au travers donc de pas mal d'activités comme l'aspirana, les classes et tout ça, lui fait comprendre que plus tu auras confiance en toi, plus tu franchiras ces étapes et tu réussiras à dominer. Mhm. Et c'est cet élément-là qui est l'élément le plus important. Nous sommes dans une jungle, une forêt moderne. L'adolescent, il a on dira quoi, des obstacles naturels. La vie d'adolescence, on sait, Oui, oui. au niveau physiologique, il y a Mhm. pas mal de mutations qui s'opèrent. Mhm. Il y a aussi ce contact qu'il a avec l'environnement extérieur, les amis, les réseaux sociaux, les pratiques un peu gauche, Mhm. pas mal de choses. Et souvent, il a l'impression il est en position de victime. Le scoutisme vient lui dire, tu n'es pas une victime. Regarde, quand tu as fait ton camp d'aspirana, même ton aspirana, tu as surmonté telle épreuve. Alors qu'au départ, tu pensais ne pas pouvoir. Si tu as pu triompher de cela, tu peux triompher encore. C'est pourquoi je dis souvent que quelqu'un qui a réussi à vivre en nature, en forêt, pendant 3 jours, Mhm. à créer un habitat dans un environnement hostile, ce n'est pas la vie, ce n'est pas la vie en ville qui va l'effrayer. Mhm. Et c'est ça le scoutisme. Le scoutisme, tu es dans un environnement où tu comprends que faire. Mhm. Là où on dit c'est impossible, tu peux faire. En résumé, on lui apprend à ce jeune-là, chose dure, ça doit te plaire. C'est ça, effectivement. Ça, c'est l'un des points forts également à la taupe et c'est tellement bien ancré, en tout cas, dans l'esprit Hmm. de beaucoup de jeunes que, effectivement, ça les aide. Il y a une chose qu'on sait tous, hein, les adolescents dans leur tranche d'âge cherchent des repères, Tout à fait. cherchent, disons, en général, c'est en ce sens, c'est dans cette période d'âge-là, généralement, qu'on les entend dire, telle personne est mon idole, telle personne et copie facilement ce qu'ils voient. Mhm. Moi, je voudrais savoir, d'après toi, euh, comment le chef de troupe peut utiliser cette insouciance-là à son avantage? Le fait que l'élément à cet âge-là cherche un repère, cherche un modèle, comment un chef de troupe peut utiliser cet élément-là à son avantage? D'accord. Allons sur les questions de fond. L'origine. Logiquement, l'adolescent n'a pas une famille.
D'accord. Son premier repère, c'est son père. Son deuxième repère, c'est sa mère. À défaut, ça peut être l'inverse. Son premier repère, c'est sa mère ou son père. Mais l'environnement familial, normalement, Mhm. est le lieu où il devra prendre son repère. Dès l'instant où un adolescent, un jeune, n'arrive plus à capter dans sa famille ses repères, ça veut dire qu'il y a une crise là-bas. Il va donc compter sur des ressources extérieures. Extérieur. Et c'est là que le scoutisme va intervenir. Dans certains cas, pas dans tous les cas, mais dans certains cas. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où la pression sociale est tellement intense. Papa doit travailler, maman doit travailler, tout le monde doit se battre pour apporter ce qu'il faut à la maison. Et quand papa, il revient, il est plus, je dirais, objectivé sur comment nourrir et prendre soin de ma De famille. la famille, oui. Maman, pareil. L'enfant, il est déséquilibré. Il est délaissé. Il est délaissé. Là où il a besoin d'être écouté, là où il a besoin d'être soutenu, d'être compris et tout ça, les gens n'ont pas trop le temps. On se dit non, il est encore trop jeune et tout ça. Pourtant, lui, déjà, dans son esprit, Il réfléchit. il réfléchit. Il dit, donc, du coup, il y a ce vide-là. Quand on a un peu de chance, il va s'appuyer sur son moniteur d'école le dimanche. D'accord. Quand on n'a pas de chance, c'est son vieux père du quartier qui est un accoutumé de la cigarette, de la boisson et tout ça, qui devient son repère parce que quand il voit son vieux père n'a pas peur, son vieux père n'a pas froid aux yeux, ce sont des valeurs qu'il aimerait bien développer parce que quelque part son papa n'est pas à la maison. Il n'arrive pas à voir son papa sous le joug de héros. Il voit son papa comme quelqu'un qui est toujours parti. Du coup, l'extérieur va lui présenter des modèles éventuels. Et c'est en cela qu'il va commencer à faire une sélection. Du coup, quand ce jeune-là intègre le scoutisme, un mouvement où il y a des valeurs, franchise, dévouement, pureté, où on emmène les gens à être courageux, à affronter, automatiquement, le chef de troupe pour lui devient le garant de ces valeurs. Il s'est dit, ah tiens, si je veux être une personne équilibrée qui affronte la vie, comme mon CT, je dois faire comme lui. Donc, de façon tacite, le chef de troupe est responsabilisé. Et quand ce chef de troupe-là entre, est fidèle, on va dire, à ces valeurs scouts-là, automatiquement, il inspire son jeune, qui veut devenir comme lui. Et moi, dans ma vie de chef de troupe, ça a été le cas. Beaucoup de jeunes me disaient, chef, je vais être comme toi. Ils le disaient même à leurs parents souvent. Ça me rendait fier, mais en même temps, ça m'inquiétait. Parce qu'en même temps, je n'avais pas droit à l'erreur. Mais une fois que ce chef de troupe n'est plus équilibré et que l'image de cette personne modèle est brisée par des habitudes contraires, c'est pas évident que ce jeune-là va durer dans le scoutisme. Il va se dire, vous êtes comme ce que je suis. Et il le retourne dans d'autres choses, on dirait dans le monde. Et quand il le retourne, il devient 2 fois plus dangereux. Parce que, après avoir côtoyé ces personnes qui étaient censées être des modèles et se rendre compte que vous êtes comme les autres, il n'y a plus de repères, ils foncent. Donc, c'est un peu ça. Il y a donc, en résumé, la crise de la vie de famille qui amène le jeune à chercher un repère quelque part. L'école le dimanche où le scoutisme peut être ces repères-là, mais attention à ce que vraiment on soit fidèle. Beaucoup de jeunes, à un moment donné, ont commencé à un peu se retirer de l'école du dimanche. Je le dis parce que je suis moniteur. Parce qu'à un moment donné, certains moniteurs n'ont pas pu être ces modèles-là qu'ils devaient être. Et ces jeunes ont voulu se rattraper dans le scoutisme. Quand il y a eu ce cadrage-là, ça les a rééquilibrés pour l'école du dimanche. Mais quand là-bas aussi, il y a eu des fois où il y a eu je dirais des écarts de conduite et tout ça. Il y en a eu, faut qu'on soit franc. Ça a brisé certaines jeunes. Vraiment, ça peut se comprendre dans le climat actuel, mais ça ne se justifie pas. Je vais juste profiter d'un truc, ça c'est une parenthèse, du fait que tu es la double casquette de chef scout et de moniteur. On constate souvent, hein, ça n'arrive pas toujours, mais un ou deux cas c'est déjà beaucoup, qu'il y a souvent des conflits entre moniteur et chef de groupe. Je suis sûr que de ton expérience, tu as forcément entendu parler. Tout à fait. D'après toi, c'est dû à quoi? Et puis, comment on peut régler ce genre de situation? Alors, les causes sont multiples. L'une des causes, hein, et puis bon, je le dis de façon positive, il y a une forme de petite jalousie. De façon positive. Hein. Le jeune, le moniteur aimerait bien avoir une bonne influence sur son enfant d'école le dimanche. Et puis aussi, le chef aimerait avoir aussi une bonne influence sur son enfant d'école, sur son jeune scout. Donc, il y a cette petite jalousie, cette petite compétition saine-là, je dirais, où chacun veut impacter. Donc, quand on se rend compte que l'enfant d'école dimanche va plus aux activités scouts et est moins présent aux répétitions d'école dimanche, on te dit, voilà, les scouts sont dépendants de l'enfant, ils sont dépendants le jeune et tout ça. Donc, il y a cette petite jalousie-là. C'est vice versa. Quand l'enfant aussi préfère aller faire les répétitions d'école dimanche, le chef estime que, voilà, voilà. Il y a cet aspect-là déjà. Et ça, c'est pas mauvais. C'est bon. Ça crée une saine compétition. Donc, chacun se met à disposition pour proposer le bon jeu aux jeunes. Ça, c'est bon. Mais il y a parfois aussi, pour ce qui concerne le scoutisme, le mauvais héritage qu'on a eu de certaines actions passées. Quand, par exemple, certains scouts, à l'époque, partaient camper dans les villages, et puis ils partaient prendre le poulet des gens et tout ça, en pécosse, on prend le poulet, en pécosse, ou bien on rentre dans les champs de manioc, on déterre les maniocs des gens sans la permission. Il y a eu cela à un moment donné de notre histoire scout en Côte d'Ivoire. Et donc, les gens, quelque part, ils ont
Ils n'ont pas une bonne image de cela. Et puis, il y a d'autres réalités où parfois des personnes se sont servies du scoutisme pour assouvir leur penchant, leur libido. Malheureusement, se sont servis de leur position de chef scout pour, voilà, il y a eu des cas comme ça. Donc, un moniteur qui a été peut-être scout dans le monde ou bien qui a connu des jeunes qui ont été scouts, qui ont vécu ces choses-là, il se dit, hier, aujourd'hui et éternellement, les scouts sont mauvais. Non, mais il veut plus rien savoir. Non, 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 pour lui, il est carré. C'est pas, parce que, mais vous portez la même chose, vous avez le même foulard, vous avez les mêmes habits, donc c'est la même chose. Donc, il y a aussi ce mauvais héritage-là qui est aussi l'une des causes, parce que beaucoup ont été scouts, souvent des scouts d'autres associations, dans le passé, et ils ont vu certaines choses. Donc, ils se disent, bah, ça revient dans l'église. Alors qu'ils oublient que nous qui sommes à l'église sommes convertis. Effectivement. Notre approche est différente. C'est vrai, parmi nous, il peut y avoir des brebis galeuses. Mais à la jeunesse, il y a des brebis galeuses. Effectivement. Parmi les moniteurs, il y a des brebis galeuses. Même parfois dans certains conseils, il y a des brebis galeuses. Mais à nous, on l'excuse pas. Pourquoi? Parce que notre fonctionnement est tellement strict. On se dit, mais comment avec un tel fonctionnement strict, des gens peuvent avoir des écarts de conduite? Donc c'est un peu ça. Il y a plusieurs causes, mais je présente juste ces deux éléments-là qui expliquent un peu ce conflit-là. Mais quand c'est bien géré, ça devient profitable et très utile pour le jeune. Quand c'est mal géré, parfois des gens qui disent, hein, des moniteurs qui disent aux enfants, tu vas faire un choix. Soit c'est le scoutisme, soit c'est l'école de dimanche. Ça crée de profondes divisions. Mais c'est le même Jésus. Alors quand on dit ça à un jeune, il se rend compte que nous sommes tous ensemble à l'église ici, mais apparemment il y a des clans. Donc sans le savoir, on est en train de faire naître dans l'esprit de cet enfant-là cette notion de clan. Et on fait croire aux jeunes que quand tu es scout, tu n'es pas chrétien. Mais comment? C'est bizarre. Franchise, dévouement, pureté. L'éclaireur doit être propre dans son corps, dans ses pensées. Ce sont les éléments que nous partageons. Nous sommes chrétiens. Donc, on va pas prendre les erreurs de certaines personnes du passé pour nous les imputer. On va pas prendre le bois des autres pour nous taper. Donc, ça, c'est vrai que c'est un conflit, on le reconnaît, mais on aimerait encourager les motards à comprendre que si nous sommes dans l'église, c'est que nous sommes baptisés et que nous avons donné notre vie à Jésus et nous avons un devoir vis-à-vis de Jésus. Donc, qu'ils se rassurent et que ce conflit-là soit beaucoup plus positif pour les jeunes que négatif. La dépréciation, c'est pas intéressant. Ça n'aide personne en réalité à l'église. Effectivement, je me rappelle quand j'étais encore à Baké en tant que régional, on a eu ce problème-là. Et j'ai dit une fois à l'un des responsables de l'école d'image qui était totalement carré, je lui ai dit que les scouts, on recrute à l'église. On recrute pas dehors, en fait. Ça veut dire que quand il y a une église où il y a pas de mouvement, quand on vient, c'est à l'église qu'on recrute. Donc, ça dit que c'est des chrétiens qu'on recrute. Avoir une image de nous disant qu'on est limite en griffe des inconvertis, ça, c'est pas trop intéressant, en fait. Et bon, finalement, c'est malheureux. Mais moi, j'aime bien ça parce que après, la réalité nous donne raison. Vous allez prendre certaines églises, vous allez voir que les meilleurs jeunes, les meilleurs responsables sont des scouts. Effectivement. Moi, dans mon église, à Kennedy, Temple de la Grâce, avec le pasteur Belé Michel, le pasteur Niaké, le pasteur Étienne Bessou, vous allez voir que ceux qui sont vraiment, la plupart sont des scouts. Ils sont très actifs. Ils n'ont pas ils foncent, en fait. Ça, ils se mettent au service d'eux. Et je le dis parce que beaucoup, finalement, finissent par être appelés. Quand on parle dans les écoles pastorales, vous allez voir beaucoup de scouts qui sont appelés. Pasteur, effectivement. C'est pour dire que c'est quelque chose qui fait du bien. Ça fait du bien. Donc, quand on juge sur nos actes, sur les fruits qu'on produit, plutôt que sur des préjugés. C'est important. On va entrer dans un autre domaine au niveau de la progression. Je sais que les progressions peuvent légèrement varier en fonction des associations, mais les buts sont les mêmes. L'objectif final est le même. Au niveau de l'AEC, quelle est la progression en vigueur et brièvement, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors, au niveau de la progression, scout, toute personne est appelée à évoluer, c'est normal. Donc, le jeune, quand il arrive et qu'il décide donc de devenir scout, c'est un souhait, c'est un vœu. Il veut devenir, c'est une volonté. Mais il n'est pas. Et il a besoin d'apprendre. Donc, il va donc passer par l'étape de base qui est l'aspirana. L'aspirana, c'est un moment où il va manifester son désir de devenir scout. Où il va dire, il aspire de devenir scout. Le mot aspirer m'intéresse parce que il y a aussi, quand je fais un clin d'œil à l'outil aspirateur. Voilà, j'aspire, je veux. Et puis, il y a aussi j'aspire, j'absorbe. Voilà, il veut devenir scout, donc il a besoin d'absorber tout ce qui fera de lui donc un scout. Donc, il est soumis, on le soumet à un stage de 6 mois d'aspirana qui va donc se clôturer par un camp d'aspirana, à l'issue duquel
Il va faire donc sa veillée d'âme. Mhm. Il va vraiment réfléchir pour savoir si vraiment il va s'engager ou pas, tout et tout. Une fois qu'il a pris la décision, il passe à l'étape de la promesse, où il va s'engager devant Dieu, devant les hommes, devant l'Église, qui va vraiment servir Dieu au travers Servir. du scoutisme. Mhm. Une fois que c'est fait, il va donc connaître sa vie de patrouille, tranquillement avec son chef de patrouille. Et après, il passe à l'étape donc de la deuxième classe, où il va apprendre véritablement à découvrir les rudiments du leadership, de la gestion et tout ça. Après, il passe à l'étape de la première classe, où il peut maintenant, à être un chef de patrouille habilité et tout ça. Et puis derrière, il vit sa vie de troupe normalement. Quand il tend vers ses 18 ans, il fait sa montée. Tranquillement, il va à la route et puis il continue sa progression. Donc, à la troupe, de façon basique, c'est un peu ça. Mais derrière, il y a d'autres activités qui peuvent se mener où il aura des brevets, Mhm. cuistot, messager, Effectivement. secrétaire et tout ça, qui seront donc des reconnaissances des compétences qu'il aura développées, exploitées, développées, manifestées durant son passage à la troupe. Donc, tout ça, ça lui permet donc de quitter un point A vers un point B, de comprendre qu'il peut progresser et puis qu'il peut acquérir des compétences comportementales qui vont être utiles pour lui-même et pour sa communauté. Donc, de façon simple, voici donc ce que je peux proposer, qui est en vigueur, c'est vrai, à l'AEC, notre association, mais un peu Un partout, peu partout, avec quelques effectivement. légères différences, Oui, mais oui. c'est pratiquement le même, La même la progression. même progression. D'accord. Je vais rebondir sur le brevet Mm. rapidement, mais avant ça, je me suis toujours demandé, là, c'est par rapport à ton expérience, est-ce que c'est plus facile de gérer un éclaireur qui a fait sa progression depuis la meute, Mhm. plutôt que de prendre, par rapport, j'allais dire, à un éclaireur qui intègre directement le scoutisme en tant qu'éclaireur? En réalité, moi, je dirais, ça c'est mon avis personnel, il n'y a pas de Il n'y a différence. pas de différence. Parce que celui qui vient au scoutisme depuis la meute ou celui qui vient à l'âge adolescent, celui qui vient à l'âge adulte, ils ont un point commun, la volonté. Bon, l'enfant, on va dire qu'il est encore trop jeune, il sait pas trop mature tout et tout, mais tant qu'il est dedans, c'est qu'il veut. Il aime bien ce qu'il fait. Voilà. Donc, à ce niveau, quand quelqu'un a la volonté, on peut pas mesurer, on peut pas dire telle volonté est plus volonté que telle Mm. volonté. Donc, pour moi, c'est la même chose et puis, bon, il n'y a pas véritablement de différence en tant que tel. Et donc, tous deux sont faciles à gérer. Tout dépend de l'approche leadership et management qu'on met devant. Mm. Comment est-ce qu'on capte leurs besoins et comment on répond à ces besoins-là? C'est là l'élément, le nœud gordien, en fait. Sinon, c'est pratiquement la même façon de gérer. D'accord. Le chef de troupe, il est mieux qu'il soit bon chef ou bon manager. L'un va pas sans l'autre. D'accord. En fait, c'est vrai que dans ce qu'on dit, hein, il y a une différence entre le manager Mhm. et le chef. Mais dans le mouvement scout, les deux sont complémentaires. Il y a des D'accord. moments où on doit être bon manager, il y a des moments où on doit être bon chef, il y a des moments où on doit donner des instructions claires, des ordres clairs. On va pas à gauche, on va pas à droite. C'est ça, c'est ça. Mm. Là, il faut avoir la carrure du chef. Là où il faut maintenant arrondir les bords, où il faut consulter, il faut créer ce qu'on appelle le management participatif et tout ça, on devient bon manager. Donc, on ne dira pas qu'il y a... Non, il faut réussir à alterner les deux. Tantôt, je suis manager, tantôt, je suis chef. Donc, on ne fera pas d'exclusion. Les deux sont complémentaires dans la vie du chef scout. D'accord. On va parler maintenant des progressions. Je sais que il y a la progression personnelle et il y a la progression collective. Mhm. Tu peux nous définir un peu les deux, Alors, même si ça, j'allais dire, ça s'explique presque voilà. dans le mot, mais un peu plus, un peu plus en profondeur. D'accord. Alors, le collectif, c'est tout ce qui va donc concerner, on va dire quoi, la taupe en elle-même, hein. On sait que à la taupe, on a l'aspirana, on a les places, et la deuxième place, la première place. Ça, c'est le collectif et tout le monde y va. D'accord. Mais on n'a pas tous le même rythme. Mhm. Des gens peuvent arriver au scoutisme ensemble, mais ils n'ont pas le même rythme. C'est en cela que la progression collective n'est pas forcément la progression individuelle. Voilà. On n'a pas tous le même rythme. On peut arriver ensemble et puis évoluer chacun à son rythme. Voilà. Le jeune peut venir, il a peut-être des difficultés à tel niveau. Ça peut retarder sa progression, mais ça ne veut pas dire qu'il ne progresse pas. Donc, le collectif, c'est le basique, le standard, ce qui est déjà formalisé. Le personnel individuel, c'est ce qui tient compte des spécificités de chaque individu. Voilà un peu la petite différence que je fais. Donc, moi, je peux arriver dans le scoutisme, peut-être en 2000, Mhm. et puis peut-être selon mes réalités propres, avoir peut-être ma deuxième classe 2 ans, 3 ans plus tard. Mais c'est pas conseillé, mais ça dépend de ma spécificité. Quelqu'un peut arriver et peut progresser plus rapidement que moi selon ses aptitudes. Voilà, mais ça ne veut pas dire que je ne progresse pas. Il y a ça. Derrière aussi, la progression personnelle, elle est encore plus valorisée avec la reconnaissance des compétences qu'on va développer, comme j'ai tantôt les brevets de C'est Cuisto vrai, et tout ça. C'est aussi des éléments qui, on le cote pas, mais c'est beaucoup plus au niveau individuel parce que c'est parce que j'arrive à faire qu'on me reconnaît une compétence. Donc, si moi, je suis cuistot et puis après, peut-être secrétaire, j'ai ces compétences, l'autre n'a pas forcément ces compétences. Là, peut-être là où j'ai deux compétences, l'autre, il a une seule compétence. Chacun évolue à son rythme. Mhm. Donc là, on rentre dans l'individuel également. Voilà un peu déjà ce que je peux dire de façon simple sur ces deux notions. D'accord. Rapidement, pour le brevet,
Au niveau de la troupe, comment ça se passe? Si je veux dire, à cet âge-là, il sait que l'enfant est quand même assez mature pour pouvoir déceler en lui-même une passion, soit pour l'art, la cuisine ou quelque chose. C'est lui qui propose de faire le brevet ou c'est son chef qui, ayant décelé cette aptitude-là en lui, l'encourage ou bien l'amène à faire le brevet. D'accord. Déjà, il faut que le chef comprenne que il est un développeur de compétences, une forme de motivateur, de Un coach. développeur de compétences. Voilà, ça veut dire il amène l'enfant à développer ses compétences. Mhm. Donc, quand les jeunes viennent vers lui, il doit déjà le faire comprendre que quand vous avez une compétence, on doit la valoriser. Mhm. Une fois que c'est fait, l'action ne viendra pas du jeune, mais l'action viendra du chef de troupe. C'est lui qui sera donc l'initiateur qui va impulser la dynamique. Donc, il est beaucoup plus avantageux que cela vienne du chef de troupe qui est donc le garant, le dirigeant, le leader. Quand ça vient de lui, ça motive plus. Parce que quand ça vient du jeune, c'est comme ça prend la forme d'une revendication. Ok. Je revendique parce que. Mais quand ça vient du chef, ça prend la coloration d'une reconnaissance officielle. Ça a plus de valeur. Donc, il serait intéressant que cela vienne du chef parce qu'en tant que garant de la troupe, l'élément se sent valorisé. Mais quand c'est lui qui demande à ce que ça se fasse, c'est comme si mais je le fais, vous ne voyez pas que je le fais, hein, donc je réclame. Et là, c'est pas intéressant. Voilà, c'est ce que je peux dire. Euh, Chef, dis-moi, d'après toi, quelles sont les aspirations euh, que doivent chercher un chef de troupe pour être un bon gestionnaire de troupe, effectivement, les choses auxquelles il doit aspirer, les valeurs surtout, les valeurs auxquelles il doit aspirer. Parce que dans ton exposé, je dis dans les précédentes explications, tu as parlé surtout du modèle que le chef de troupe est pour son élément. Quelles sont les valeurs réelles, quelques-unes, hein, auquel il doit réellement aspirer pour pouvoir être véritablement un bon modèle pour son élément. Merci pour cette question qui est très pertinente pour moi. L'élément de base, l'élément surtout le plus important, sans lequel tous nous faisons la peur de sens, l'élément fondamental, c'est l'amour. Aime ton prochain comme toi-même. Notre premier chef Jésus nous l'a démontré. C'est pour que nous soyons de meilleures personnes. C'est pour que nous ayons des vies transformées qu'il a donné sa vie à la croix. Il s'est donné un sacrifice pour nous. La première valeur du chef scout, c'est l'amour qu'il aura pour les autres, pour ses jeunes, pour la communauté. Parce que si je n'aime pas les jeunes, je ne peux pas leur proposer des choses de qualité. Vous voyez, quand un homme aime sa femme, il est prêt à lui offrir les présents les plus coûteux. Par amour, on est prêt à faire l'impossible. Donc la première valeur, c'est l'amour. Il doit aimer ses jeunes. Et c'est parce qu'il aime ses jeunes qu'il va s'asseoir les nuits, peut-être de 20 heures à 3 heures, 4 heures du matin, en train de réfléchir sur des activités qui pourront faire plaisir à ces jeunes. Pour moi, l'élément le plus important, c'est l'amour. Après, il y a la transparence et l'intégrité. Il faut être transparent dans ce qu'on fait. Il faut être intègre. On va pas aller faire des choses pour avoir des avantages, pour avoir un peu de ristourne ici, pour avoir un peu d'argent là, ou bien on va pas maquiller les points de comptabilité pour avoir un peu. Non, ça, c'est l'amour, la transparence, l'intégrité, et puis le reste, ça vient au fur et à mesure. La passion aussi pour ce qu'on fait et tout ça. Mais, comme je l'ai dit tantôt, ça découle d'un seul élément. Le chef doit aimer ses jeunes, aimer l'œuvre, aimer ce qu'il fait. On sait qu'à la troupe, on a les éclaireurs, généralement, qui sont dans l'adolescence et très souvent assez têtus. Malheureusement, il y a des chefs qui, à cause de leur mauvaise gestion, militarisent, en griffe, le scoutisme. Euh, Qu'est-ce que tu as à dire à ces chefs? Alors, ça, c'est l'un de mes combats que je mène depuis longtemps. Je ne leur en veux pas. À ces chefs-là, je n'en veux pas parce que ça dépend de l'héritage qu'on a eu. On donne ce qu'on a reçu. On donne ce qu'on a reçu. Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, à un moment donné, le scoutisme avait été militarisé. À un moment donné, on nous voyait comme les petits militaires, les petits sonjas. C'est pas leur faute. Ils ne transmettent que ce qu'ils ont reçu. Moi-même qui suis en train de te parler là, ce qu'on m'a montré. Non, mais ce qu'on m'a montré, je ne le dirai pas ici, mais ce qu'on m'a montré. Je t'assure que j'avais l'impression que j'étais un paracommando. Non, mais tu peux pas, quoi. On nous a mis dans des... Non, tu peux pas. Ça se passe entre 23 heures et 4 heures du matin. Les choses de la nuit. Non, mais quand tu sors d'un tu te dis, mais plus rien ne peut te faire peur. Donc, tu peux devenir, et c'est après qu'on a compris. Quand on a commencé à se frotter à des chefs qui étaient véritablement versés dans la chose scout, on a compris. Le côté militarisé du scoutisme peut venir de ce passé on a hérité.
Il vient aussi parfois de la frustration. Le gars, il a toujours rêvé de gendarme. Ou policier, ou militaire. C'est ça, c'est son rêve. C'est sa passion. Il a posé le concours plusieurs fois, il a tapé le poteau. Et puis, Finalement, il s'est gradé, mais sans taper. Et puis on lui dit, ah, il y a le scoutisme. Quand il voit la tenue, je peux, c'est le ragousse. tu vois le truc. Donc le gars, quand lui vient, il se voit déjà au paracommando, tu vois, colonel major, tout. Il va pas s'amuser. Le comble, il va s'inspirer des films d'action qu'il a vus. Rambo, Jackbo. Django, il va s'inspirer de tout ça, un peu comme et puis, tu dois épier pour les gars. Évacuer. Évacuer. Nous décollons, hein. Tout ce qu'il a vu dans la fiction, là, il va venir mettre ça sur le front des gens. Parce que quelque part, il a toujours rêvé être, Alpha appelle bravo. voilà. Il a toujours rêvé être militaire. Et parfois, souvent, dans le passé, quand je vois des choses, ça me faisait rire parce que souvent, je m'excuse du terme, mais souvent, c'est ridicule, en fait. Il va te prendre il va te prendre la cordelette, gendarme, là, il va mettre ça Oui. sur lui, le ceinturon, il va te mettre un poignard, il te Un jet. va mettre les piles, un poignard de plus de, il va mettre, mon ami, ça va bien le temps de couper, oui. Généralement, parce que il fait au moins, je suis passé par là. J'avais un poignard, j'avais des trucs, parce que c'est ce que j'avais reçu. C'est après m'a dit, mais mon ami, c'est quand tu vas en brousse, tu prends le poignard, c'est quand tu te, une fois, c'est une petite anecdote, et un chef vient de son don, il s'allait faire un camp en nature, en forêt, là, et puis il avait la cordelette des commandos gendarmes, là, il a mis ça sur lui, puis il est tombé sur une patrouille de la gendarmerie en pleine bourse, là-bas. Quand ils sont tombés sur lui, il a dit, viens ici. Nous, là, quand on porte là, c'est parce qu'on a fait la formation commando. Toi, tu penses ça pourquoi? Il a su que là, les carottes étaient cuites pour lui, hein. Mais il était très intelligent. Il dit non, chef, en fait, ça, comme on est en bourse, ça, quand on veut tirer bois, là, c'est ça qu'on peut attacher pour tirer bois. Tu es intelligent. Mais c'est pour dire que nous ne sommes pas une force militaire. Non. Il y a eu cet amalgame-là à un moment donné. Et ça, on le reconnaît. Et cet amalgame a donné lieu à beaucoup de déviations. Il y a eu des bizutages, il y a eu des brimades, il y a eu des situations assez pas trop intéressantes. Ça fait partie de notre passé. Mais aujourd'hui, avec les différentes réformes qui viennent de l'OMMS, avec les formations qui sont beaucoup plus claires, on comprend. Ce n'est pas le côté militarisant qui va éduquer un jeune. Ce n'est pas le côté militarisant qui va amener un jeune à changer. La preuve en est qu'il y en a qui font les formations militaires, mais qui sont addicts à la drogue, addicts à l'alcool, addicts à des déviations comportementales. Non. Il faut qu'on sorte un peu de ces choses-là et se poser les vraies questions éducatives. Le mouvement scout est un mouvement d'éducation, pas de militarisation. L'aspect militarisant, on prépare l'individu à aller faire la guerre. Le scoutisme prépare le jeune à être un citoyen actif, acteur de paix. Donc j'aimerais dire à tous nos amis qui, par la force des choses, malheureusement, n'arrivent pas à entrer à la gendarmerie, qu'ils fléchissent genoux, qu'ils parlent au Seigneur, qu'ils le peuvent aller être corps habillé et vivront pleinement leur passion. Mais se rabattre, transposer la réalité de la gendarmerie, de la police, de l'armée dans le scoutisme, c'est vider le scoutisme de son contenu essentiel. Le camp de Brownsea était, et je le répète, un camp expérimental pour sortir des propositions éducatives. Et j'en profite aussi pour dire à nos chers scouts, quand un parent va vous voir pour dire, mon enfant, il se comporte mal, il est gauche comme ça, faut le corriger. C'est lui son parent. Si lui-même le parent n'a pas pu corriger, c'est pas toi qui vas prendre l'enfant des gens peut être dans la forêt, pas le bastonner. Non. Lorsque le parent vient te voir pour dire de corriger son enfant, il te dit pas de le frapper, il te dit, aide-moi à le sauver, à le rattraper. C'est à toi en tant que spécialiste, je dirais professionnel, expert même d'éducation, parlons de scoutisme, qui va sortir des propositions éducatives pour aider ce jeune-là. Donc, l'aspect militarisant n'a pas trop sa place. Quand on fait les pages et tout ça, ça peut le faire, ça peut le comprendre. C'est un peu, voilà, ça crée une certaine émulation, tout et tout, ça peut le comprendre. Mais en dehors de cela, les formations commando, non, ça vraiment, il faut qu'on revienne à l'essentiel. Il faut qu'on revienne à l'essentiel. On va pas en guerre. On va pas en guerre contre quelqu'un. On est des acteurs de paix et on cultive la paix. Donc, on est en guerre même contre la guerre. Effectivement, voilà. D'accord, c'est très intéressant et c'est clair, je pense, hein, pour chacun. On va entrer en plein pied maintenant dans le thème que tu dois développer aujourd'hui, qui est la progression jeune. Alors, la progression jeune, on va dire, c'est un système qui permet aux jeunes de vivre des expériences éducatives. C'est un système, c'est un moyen, c'est une proposition qui permet aux jeunes de vivre des expériences éducatives qui feront de lui un citoyen actif dans la société. Simplement ça.
Donc, tout ce qui va permettre aux jeunes d'être utiles à la société, là, ce sont ces choses-là qu'on met dans le programme jeune. Simplement. Bon. Donc, je dirais que c'est le programme jeune qui permet aux jeunes de vivre l'expérience tout en elle-même. C'est le programme jeune. On nous fait croire que ce sont les progressions, mais les progressions ne sont qu'un pan. L'élément de base même, c'est le programme jeune, parce que c'est dans le programme jeune que le jeune va véritablement vivre son scoutisme. En plein, en fait. Donc, c'est lui-même qui fait le scoutisme. Malheureusement, beaucoup n'ont pas cette perception-là et se concentrent plus sur les éléments de progression que sont l'aspirana, les classes et tout ça. Mais quand le jeune a fini de faire son aspirana, il a fini de faire sa première ses classes, il vit quoi dans sa troupe? J'ai fait mon aspirana, j'ai prononcé ma promesse. Entre ma promesse et ma deuxième classe, il y a un temps de latence qui est là. Je fais quoi? Je vais faire encore les cas de tout gauche, les cas de tout droit? Non. Il faut une proposition d'activité, d'action concrète éducative. Entre la deuxième classe et la première classe, il y a un vide. Il faut quoi là? Parce que au-delà de la vie de progression, il y a la vie même à la troupe qui doit pouvoir se faire. Il y a des activités qu'on doit pouvoir mener. Donc, il faut déjà de prime abord dissocier la vie de progression et la vie du programme jeune. Ce sont deux choses différentes. Malheureusement, les gens prennent un seul et ils oublient l'élément fondamental qu'est le programme jeune, qui est l'élément même de base, même, je dirais, de la vie à la troupe. Parce que c'est là que le jeune va expérimenter des choses. C'est là qu'il va vivre des éléments qui vont marquer sa conscience et son inconscient. Parce qu'en réalité, ce n'est pas le chef de troupe qui est le déclencheur du programme jeune. Non. Le chef de troupe n'a pas le droit de s'asseoir chez lui à la maison, prendre une feuille de papier sur l'ordinateur et puis dessiner, sortir un programme jeune. Il n'a pas ce droit-là. Pourquoi? Parce qu'il est une ressource adulte. Il est déjà adulte. Et il réfléchit comme un adulte, il pense comme un adulte, il voit les choses comme un adulte. Mais il ne les voit pas comme un jeune. Du coup, ce qu'il va proposer sera biaisé par son regard d'adulte. Et ce qu'il va proposer a possible des jeunes. Donc, si tu proposes des choses avec un regard d'adulte à des jeunes qui ont un regard de jeune, il y a incompatibilité. Ce que tu proposeras risque de ne pas plaire aux jeunes. Les gens sont dans une approche purement marketing. Il faut que l'offre rencontre la demande. Le jeune a besoin de certaines choses et il s'attend à recevoir ces choses-là. Quand je me rends, par exemple, à la SODECI, c'est pour des questions liées à l'eau. Quand je me rends à la CIE, c'est pour des questions liées à l'électricité. Mais si je me rends à la CIE pour des questions liées à l'électricité et qu'on me parle d'abonnement téléphonique, il y a un problème. C'est pas pour ça que je suis venu là, en fait. Donc, c'est pour dire que quand le chef de troupe est devant des jeunes, c'est pas ce qu'il veut faire là, qu'il fait faire aux jeunes. Pas à ce niveau-là. Il va être amené à proposer quelque chose, mais qui ne viendra pas de lui, mais qui viendra de sa cible. Qu'est-ce que les jeunes veulent? Il faut réussir à les écouter. Ask the boys, comme disait Baden-Powell. Donc, c'est pas lui, le déclencheur. Ce sont les jeunes qui déclenchent le programme jeune. Alors, déjà, les jeunes veulent faire des choses. C'est comme toi, chef Romba. Quand tu vas dans un gabadon, ça va dire, un ticket 50, un poisson 400. Faut mettre oignon, hein, un tomate, un peu de piment, faut mettre un cumagie. Tu es le client, lui, il est le commerçant. C'est ce que tu demandes là, qu'il va te proposer. Maintenant, si tu demandes poisson 1000 francs, et que le poisson est fini, tu dis, ah, chef, poisson est fini, hein. Poisson là est fini. Il t'informe de ce qu'il n'y a pas. Mais, il aura pris en compte ton besoin et te présentera la limite. C'est à peu près la même chose. Les jeunes ont des besoins. Les jeunes ont des choses qu'ils ont envie de faire. Ils ont beaucoup d'énergie. Ils sont comme des ressorts, en fait. Ils ont besoin d'exploser. Ils sont très élevés. Ils ont besoin de faire des choses. Donc, ils ont beaucoup d'envie. Donc, quand on veut essayer de faire un programme jeune, on crée un cadre où ils vont exprimer tout ce qu'ils ont envie de faire. C'est un peu comme un brainstorming. Il y a rien qui est idiot, il y a rien qui est stupide, il y a rien qui est mauvais. On écoute les jeunes. Tout ce qu'ils ont envie de faire là, on les écoute et on l'enregistre, on le recueille. On ne justifie pas, on ne qualifie. Non, ça c'est pas, non, c'est pas à nous de le faire. On recueille tout. Donc ça va demander que le chef de troupe, à un moment donné, devra créer un cas d'expression pour ces jeunes où ils vont se rassembler et ils vont parler entre eux. Ils peuvent le faire en patrouille, ils peuvent le faire on dira quoi, ensemble avec toute la troupe et tout, ça dépend. Mais il faut forcément créer ce cadre-là où le jeune troupier se sent écouté, où il a ce sentiment que ce qu'il veut compte. Parce qu'il veut découvrir des choses. Je vais aller à l'extrême. Quelqu'un qui n'est pas écouté à la maison chez lui, par ses parents, qui n'est pas écouté par ses professeurs, qui n'est pas écouté par ses amis, et qui n'est pas écouté de le scoutisme, il ne devient pas. Tous les jeunes ont besoin de se faire écouter, ils ont besoin de parler.
Ils veulent qu'on puisse les écouter. Et c'est l'élément de prime abord qui est là. Une fois qu'ils sont exprimés, qu'ils ont dit tout ce qu'ils veulent faire, on va maintenant passer à l'étape 2, qui est l'analyse de ces besoins-là. Voilà. Avec maintenant son regard d'adulte. Parce que l'enfant peut vouloir faire certaines choses sans forcément savoir les implications, les enjeux. Mais au moins, il a dit. Et quand moi je le prends, je vais analyser en tant qu'adulte expérimenté, professionnel, expert du scoutisme et surtout chrétien. Je peux maintenant passer au peigne fin tout ce qui a été formulé comme, voilà, je vais maintenant passer selon la doctrine de l'Église, selon les réalités financières de notre unité ou bien de notre groupe, selon le contexte socio-économique et tout ça. Je regarde tout ce qui est là et maintenant je vais faire une analyse de ce qu'ils veulent. Ça sonne un peu comme le tamis. On va passer là au tamis et on va sélectionner ce qui est réaliste, réalisable, mesurable dans le temps et tout ça. On va le sortir, ce qui est spécifique et tout ça. Donc, ce qui est smart, on va le sortir pour sortir les objectifs éducatifs. Donc, ils ont parlé, on a recueilli, on a analysé, on a trié, et maintenant, on va sortir parmi tout ça ce qui est spécifique, ce qui est mesurable, ce qui est atteignable, ce qui est réaliste et ce qui est fixable dans le temps, donc ce qui est smart. On va donc prendre ça et puis sortir ce qu'on appelle donc des objectifs éducatifs. Les jeunes veulent faire ceci, on doit être capable de faire ça. Les jeunes veulent faire ceci, on est capable de faire ça. Donc, on sort les objectifs. Derrière maintenant les objectifs, on va décliner les activités à mener. Pour atteindre cet objectif-là, on peut faire telle activité, telle activité, telle activité. Ça va demander tel montant, On sort les activités. On leur soumet, c'est important, on leur soumet. Ils vont regarder. Si c'est bon pour eux, ils vont le valider. Et maintenant, on va lancer la réalisation de ces actions-là. À ton avis, ils seront impliqués ou pas? Parce que tu es en train de faire ce qu'ils veulent bien faire. Donc là, tu n'as pas besoin de te fatiguer pour l'engagement, pour la mobilisation, tout ça. Eux-mêmes vont se mobiliser parce qu'enfin, on veut faire on est en train de faire ce qu'on veut qu'on fasse. Donc, tu te fatigues même pas. En termes de mobilisation, tu as tout ce que tu veux. Et quand c'est fait, quand c'est réalisé maintenant, pour chaque activité menée, on va maintenant faire l'évaluation. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'on peut corriger? Et ça, on le fait avec eux. C'est là que l'adulte devient un soutien pour les jeunes. Donc, nous sommes un peu comme des conseillers, des accompagnateurs dans le projet des jeunes. Donc, il nous faut entrer dans leur monde pour qu'on puisse les conduire. Mais c'est pas à nous de prendre notre projet, de le leur imposer. Je le dis parce que nous, on a été victimes de ça. On nous a imposé des programmes, tout et tout. On va s'appuyer sur ça pour corriger. Donc, voilà un peu le programme jeune. L'enfant te dit, chef, j'aimerais aller visiter le palais présidentiel. On voit la faisabilité et puis on y va. Il va voir le palais présidentiel, il va comprendre comment fonctionne ce palais présidentiel. Mais ça reste une expérience belle pour lui, marquante. C'est tout ça, en fait. Voilà un peu dans ce que je peux dire par rapport au programme jeune. De l'aventure. Voilà. Et ça respecte l'un des éléments fondamentaux préconisés par notre fondateur Baden Powell. Ask the boys. Moi, je dirais mieux. Ask the boys and the girls. Voilà. Alors, chef, le tri à sélection des différentes propositions qui sont faites par les éclaireurs, sur quoi est-ce qu'elles reposent, effectivement? Alors, déjà, il faut comprendre que le programme jeune a des piliers, a des fondamentaux sur lesquels il repose. Les 8 éléments de la méthode scout. Quand je parle des 8 éléments de la méthode scout, la loi, la promesse, la vie en petit groupe, le cadre symbolique, l'engagement communautaire, l'éducation par l'action, ces éléments-là, ces 8 éléments-là, c'est le pilier donc, du programme jeune. Donc, quand le chef est en train de faire sa sélection, il va comprendre que ces actions qui seront menées devront être conformes à la loi et à la promesse, conformes au principe de l'éducation par action, conformes au principe de, comment je peux dire ça, la vie en nature, conformes au principe de tout ce qui est vie en petite équipe, conformes au principe de l'engagement à la communauté, conformes au principe de ce que les adultes doivent soutenir les jeunes et tout ça. Déjà, dans ce qu'il fait comme sélection, il tient compte de ça. Donc, tout ce qui ne va pas entrer dans ce cadre déjà sera mis de côté. Donc, ça ne rentre pas dans la méthode scout. Ça sera déjà balayé. Deuxième élément de filtrage, ça sera donc la doctrine. Nous sommes des chrétiens. La doctrine. Est-ce que ce qui est proposé rentre dans le cadre de notre foi chrétienne? Est-ce que ça rentre dans ce que veut l'Église, dans ce que veut la parole de Dieu? Deuxième élément de filtre. Troisième élément de filtre. Est-ce que ce qui va être fait rentre dans le programme de notre association au niveau annuel, par exemple? On peut dire cette année, voici où on s'en va. Mais est-ce que ce qui est proposé va dans ce sens-là? Voici les 3 éléments de filtrage que je présente simplement comme ça, qui vont aider le chef à pouvoir savoir ce qu'on doit pouvoir faire et ce qu'on ne va pas pouvoir faire. Voilà. Si par exemple le jeune vous dit, j'aimerais qu'on prenne du sel pour faire 3 fois le tour
hein, de l'Église, faire les incantations. Est-ce que votre doctrine le permet? Même s'ils vont le faire partout, même s'ils vont le faire selon les principes et tout ça, mais est-ce que la doctrine chrétienne le permet? Donc, ça sera donc vraiment un croisement avec les éléments de la méthode scout, les éléments donc de notre foi et puis les éléments donc de l'orientation globale de notre on dit quoi, association, on dirait comme ça. Ce sont ces éléments que chaque prend pour filtrer les propositions qui seront faites. Et quand certains éléments sont écartés, on dit aux jeunes pourquoi on est écarté. On a écarté l'entité parce que ça. On a écarté ça parce que ça. On a pris ça parce que ça. Pour qu'ils voient la cohérence de notre proposition éducative. Ça rejoint le souci de transparence dont tu as parlé. Effectivement, on ne se cache pas derrière la maison pour proposer un programme pour les jeunes. Non, tu le prépares avec eux et tu leur dis pourquoi tel élément n'est pas adapté, pourquoi ça c'est raison. Parce que le jeune, il est curieux, il veut savoir, il veut comprendre. Quand il comprend mieux, il te fait plus confiance. Quand il ne comprend pas que c'est trop opaque, bah, il se dit, bah, t'es pas crédible. D'accord. Voilà. Maintenant, l'élaboration du calendrier Mhm. du programme jeune. Tu as parlé de certains vides qui pourraient exister, qui existent même entre les étapes de progression. L'élaboration du programme, le calendrier, comment est-ce que ça se prépare? Comment est-ce que ça se fait? Alors, le calendrier, il faudrait le préparer en tenant compte de plusieurs facteurs, notamment le facteur scolaire. Beaucoup de nos jeunes sont soit élèves, soit étudiants. Il faut tenir compte de ça déjà. Il faut tenir compte aussi du fait que vous n'êtes pas la seule entité. Il y a la ville de groupe, il y a la ville de district, il y a la ville de région, il y a la ville de district, il y a la ville même au niveau national. Tu n'as pas de programme d'activité de groupe. Là où, par exemple, la division de programme d'activité, ça va créer donc des couacs en fait. Donc souvent, on va tenir compte du calendrier national. Au niveau national, du calendrier de division, du calendrier de région, et puis on va essayer de tenir compte des vides qui sont là pour proposer. Mais attention à ne pas étouffer les jeunes. Parce que, ces gens ont besoin de temps pour eux-mêmes, pour leurs études et tout ça. Donc, il faut éviter que le calendrier soit trop chargé. Je prends par exemple un mois. On a 4 samedis dans le mois. Premier samedi, on a l'activité nationale. Deuxième samedi, l'activité de division. Trois activités régionales. Quatre. Et après, lui n'a plus le temps pour lui. Et les parents vont commencer à s'inquiéter parce qu'ils ont l'impression que vous éloignez leur enfant des études. Ça pose problème. Donc, il faut un programme qui est assez aéré, où chacun arrive à faire quelque chose, et puis bon, on est tranquille. C'est pourquoi on dit que les grosses entités, comme par exemple la région, la division, ne doivent pas proposer un programme trop dense. On va aller sur l'activité trimestrielle ou semestrielle pour permettre à ceux qui sont en dessous de vraiment pouvoir dérouler pleinement leur programme jeune. Donc, faut pas étouffer. Donc, on tient compte du calendrier scolaire ou universitaire, mais on tient compte aussi du calendrier des différentes entités, mais qui, elles aussi, doivent comprendre ne pas trop étouffer leur programme au risque d'étouffer les unités de base comme la nuit ou le plan. Et ça, on a vu plusieurs fois. Pour les activités de district, on a étouffé l'activité des unités. Parce que le conseil de district, il a tellement d'initiatives que finalement, au niveau des unités, les gens n'arrivent pas à se déployer. Et ça ne contribue pas à l'exécution du programme jeune. Programme qui est une émanation de la volonté du jeune. Vous laissez ce que je veux, pas tout fait pour vous. Mais moi, je quitte votre mouvement, je vais ailleurs. C'est un peu ça. Maintenant, qu'est-ce qui peut être un frein ou être désavantageux à la bonne progression du programme jeune après qu'il soit établi? L'indisponibilité de la maîtrise. Les chefs, s'ils sont disponibles, c'est un problème. Parce que souvent, on sort le programme, mais le chef, il n'a pas le temps. Donc, on est toujours obligé d'aller de report en report. Ça peut démotiver les jeunes. Donc, il faut vraiment avoir du temps. Et si on sait qu'on ne pourra pas être là, il faut déléguer. Je suis chef de troupe, c'est vrai, mais je ne peux pas être là. Je peux appeler un confrère, chef de troupe, écoute, je ne serai pas là. Viens, tu vas encadrer mes jeunes pour ne pas que les jeunes voient ces propositions être reléguées au second plan. Donc, la disponibilité, il faut vraiment beaucoup de disponibilité. C'est l'un des éléments. L'autre élément, c'est la mauvaise budgétisation. On a l'activité, mais on a fait le mauvais budget. Après, on se rend compte qu'il faut beaucoup plus d'argent pour réaliser l'activité. Alors qu'on avait dit, par exemple, vous aurez dépensé 500 francs pour l'activité, on se rend compte qu'il faut payer peut-être 500 francs. Quand on revient vers vous dire, bon, vous allez compléter, mais vous allez dire, hey, on ne peut pas aller comme un il fait une marmoyer. Hey! Donc, c'est lui, il a sa banque. Tu vois le truc. Donc, la mobilisation également peut créer un sentiment de non-transparence avec les jeunes. Il y a ça. Et puis aussi, il y a souvent, parfois, je le dis, hein, c'est pas général, mais parfois aussi, il y a certains hommes de Dieu qui s'opposent. Ce sont des cas aussi qui arrivent. Vous pouvez avoir un bon programme,
Mais l'ordre de Dieu peut estimer que, bon, écoutez, c'est pas pertinent et tout ça. Par expérience, on a vu des cas comme ça. C'est pourquoi quand le programme il est sorti, il faut le communiquer aux hommes de Dieu. L'homme de Dieu, c'est le berger de l'église. Si c'est pas bon, c'est brebis. Mais hey, attention, tu ne peux pas me dire à 2 jours que mes fidèles vont entendre, non, je vais pas accepter. Donc, quand le programme il est déjà ficelé, il faut le faire valider par l'aumônier de votre unité, l'aumônier de votre groupe, l'aumônier, vous le faites valider. Vous le portez aussi au pasteur qui est au porte au conseil, quand c'est validé, tout le monde est informé. Et eux, ils peuvent vous appuyer. En cas d'insuffisance financière, l'église peut vous accompagner, vous soutenir. Donc, voici quelques points qui peuvent vraiment freiner le programme jeune. Il y a aussi la mauvaise fixation des dates. Vous fixez une activité à 2 jours d'un examen national, deux PC bac. Tous ceux qui ont l'examen d'office, ils ne pourront pas partir. Donc, c'est tout ça. D'accord. J'allais venir au sujet de l'aumônier et le pasteur par rapport à la validation, puisque tu l'as abordé, mais je veux que tu donnes une précision par rapport au chef de groupe, notamment est-ce qu'il a une influence d'abord, est-ce qu'il a son mot à dire, une validation par rapport à le programme jeune qui est fait au niveau de la... Bien sûr, il est le premier maillon, c'est lui qui porte en fait. Parce que le chef de groupe va porter le programme, le tout tour à son aumônier et au pasteur. Et quand il les porte, bon, pour le moment, on ne parlera pas de validation d'enquêteur. L'aumônier va regarder la conformité de la proposition avec la doctrine de l'Église, avec les éléments chrétiens, est-ce que c'est conforme et tout ça. Lui, c'est plus ça en fait. Mais c'est pas qu'il va s'ériger en validateur, non. Et puis chacun reste à sa place. Rendons à César ce qui est à César. Voilà, l'aumônier regarde un peu la pertinence et tout ça, fait des points d'amélioration, il le fait tranquillement. Mais c'est l'homme de Dieu qui est, avec le conseil de l'Église, sont eux qui vont valider le programme. Parce que l'Église, elle a un programme qui est soumis au peuple de Dieu. Donc, si moi, en tant qu'entité de l'Église, j'ai aussi un programme, je le soumets pour validation, pour que l'homme de ça sache exactement ce qu'on va faire, quand est-ce qu'on va le faire, où on va le faire et avec qui on va le faire. Comment on va le faire et à combien on va le faire. C'est très important. Et c'est lui, en tant que berger, ça c'est très important de me dire, l'homme est le berger. Donc, c'est lui qui est le garant de l'intégrité de son peuple. Donc, il faut qu'il ait son mot à dire. Donc, le chef de groupe ne dira pas, comme j'ai décidé, on va le faire. Non. Comme j'ai décidé et que le pasteur a validé, on peut le faire. Parce que tu prends le jeune, vous partez faire l'activité, il y a un bobo qui survient là-bas. Ton premier de faire, ce sera l'homme de Dieu que tu vas appeler. Si tu te demandes ce que tu vas faire, tu dis quoi? Toi-même, tu souviens, tu vas manger le soir, tu n'as pas raison. Tu n'as le même problème, tu dois payer 4 millions. Tu fais comment? C'est une façon de parler. C'est pourquoi je dis, le chef, le CG, je choisis bien le mot. CG décide, l'homme de Dieu valide. Quand l'homme de Dieu valide, c'est l'homme de Dieu et le conseil. Ça met tout le monde à l'abri. L'autre chose aussi, quand l'homme de Dieu et le conseil ont validé maintenant, on va le porter maintenant aux instances supérieures comme tel le district ou bien la région qui vont aussi valider parce que eux aussi, ils ne peuvent pas aller au-delà de la vie de l'homme de Dieu. Donc, c'est crescendo. Une fois que l'homme de Dieu est validé, c'est qu'on peut faire. Maintenant, je fais même ma hiérarchie pour dire voilà, voilà. Parce que quand on ne le veut pas, l'homme de Dieu est le garant de l'intégrité de son peuple. C'est lui le berger. Voilà. Je pense que c'est très clair. Juste une autre question par rapport aux parents. Est-ce que c'est possible que dans les activités qui sont conçues dans le programme jeune, des parents soient invités ou inclus? Les parents des éléments, bien sûr. D'accord, j'irai même plus loin. Quand le programme jeune est sorti, il faut le disséminer. Logiquement, tous les parents de vos éléments doivent avoir copie de votre programme jeune. Avec les dates. Avec les dates, tout, le calendrier. Le parent doit avoir le calendrier. De la même façon qu'on a un calendrier scolaire que les parents peuvent consulter à tout moment, il faut aussi qu'il y ait un calendrier scout. Mon enfant, il est élève, mais il est scout. J'ai son calendrier scolaire et son calendrier scout. Là, je ne peux pas mettre les finances. C'est très important parce que ça crée aussi de la transparence et ça rend la chose, ça fait du sérieux, en fait. Parce que l'enfant peut le dire à ses parents. Ça me dit là, on s'en gagne, hein. Oh, il allait se cacher quelque part pour faire des choses qui ne sont pas trop catholiques, qui ne sont pas trop chrétiennes, en fait. Mais il n'a pas de visibilité. Et on a vu des cas où des jeunes ont menti sur la discours pour aller faire autre chose. Parce que le parent n'a pas de visibilité. Donc, le problème, c'est quand il est validé tout par le pasteur, tout ça, il faut le disséminer. On peut même le coller même dans l'église. L'envoyer sur WhatsApp aujourd'hui aux parents et tout ça. Chacun sait. Il ne va pas s'appuyer sur notre mouvement pour faire des bêtises. Et une fois que ça, c'est déjà bon, le parent peut dire, bon, votre programme que vous avez proposé de faire là, cette période-là, je suis libre. Si je peux venir. Papa, venez. Venez voir ce qu'on fait avec vos jeunes. Vous pouvez les responsabiliser parce que quelque part, le parent est une forme de ressource adulte. C'est vrai qu'il n'est pas trop impliqué dans le scoutisme, mais ça va vous côtoyer quelqu'un. Il va dire, bon, écoutez, je pense bien que je peux apporter quelque chose et puis ben, il peut s'engager dans votre mouvement. Donc, il est bon d'associer les parents. Et il est bon de créer cette synergie-là entre maîtrise de tout
et parents le scout. C'est très important. Effectivement. Je pense que ça a un autre avantage aussi. Ça permet même à l'enfant de partager quelque chose avec son parent. Je dirais même mieux, de parler de moments de qualité avec son parent. On fait l'activité, papa avec moi, maman avec moi, on fait l'activité, ce sont des moments de qualité. Parce que souvent, je l'ai dit, avec la pression sociale, les parents n'ont pas toujours le temps de consacrer du temps à leurs enfants. Et puis on dit, quand on peut pas dire, bon, écoute, moi, ton camp, je veux partir avec toi. Les enfants, tu imagines ce que ça fait à un enfant. C'est du wow, on fait, il est heureux, voilà. C'est ça. Aujourd'hui, les parents doivent comprendre qu'ils doivent passer des moments de qualité avec leurs enfants. Donc, quand le programme il est disséminé, il est diffusé à tout le monde, le parent peut. Et puis, comme je l'ai dit tantôt, une importance, il peut préparer son budget. Il a un budget qui, bon, ok, Il y en a qui ont 3, 4 enfants. voilà, voilà. Donc, du coup, il peut mieux s'organiser. Bon, je sais qu'en juin et en août, il y a un camp qui fait peut-être 5 000 francs par enfant, dès il commence à m'organiser. Mais quand on est à gauche, on vous dit, papa, maman, il y a la camp. Bon, le parent, il a l'impression que vous faites de l'improvisation. Donc, derrière, le programme nous permet quand même de montrer un peu ce côté sérieux de notre organisation. D'accord. Vraiment, chef, ça a été très, très, très enrichissant, hein. Euh, je vais te laisser la latitude. Peut-être que dans les questions, il y a certains éléments concernant le programme qu'on n'a pas vraiment développé. Si tu veux ajouter quelque chose à cela avant qu'on ne puisse terminer l'émission. D'accord. Ben, j'ai pratiquement tout dit. Mais j'aimerais dire que le programme jeune, aujourd'hui, on n'a pas le choix. Il faut quitter l'improvisation. Nous sommes des professionnels de l'éducation. Dans le scoutisme, il faut quitter l'improvisation. Il faut sortir un programme en début d'année. Il faut le vulgariser, il faut le disséminer, tout le monde est au courant. Il faut réaliser le programme. Et puis derrière, maintenant, il faut évaluer. Qu'est-ce qu'on a pu faire? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? On n'a pas pu le faire. Comment on peut améliorer? Pour rentrer dans une dynamique de l'amélioration continue. Ça donne la qualité dans ce que nous faisons et ça nous crédibilise vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis des parents. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de crédibilité. Je m'arrête là. Très bien. Merci, chef. Merci à Avant de te toi. laisser partir, je veux que tu adresses un mot de fin à l'ensemble des scouts et surtout particulièrement au chef de troupe. D'accord, je commencerai par mes collègues, mes chefs de troupe. Alors, chef de troupe, j'aimerais vous dire que la troupe, c'est un environnement, c'est un milieu qui est passionnant, mais qui demande beaucoup, beaucoup parce que si vous ne savez pas ce que vous voulez avec les jeunes, si vous n'avez pas de l'amour pour les jeunes, vous ne proposerez pas des choses assez pertinentes pour eux, je dirais, transformer leur vie. Donc, à vous, j'aimerais vous demander d'avoir beaucoup d'amour pour les jeunes, et de compter sur le Saint-Esprit qui soit à vous orienter. Aux jeunes, le scoutisme est un merveilleux mouvement de transformation au niveau social, au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau éducatif. Le scoutisme agit sur tous ces niveaux pour faire de nous des personnes qui sont capables d'apporter à la société. Aujourd'hui, nous devons être capables d'apporter à la société. Quelqu'un disait comme ça que si on n'est pas capable d'apporter à la société, notre passage sur la terre est vain en fait. Tout homme doit apporter quelque chose. Et le scoutisme donne le moyen d'apporter quelque chose. Donc, on ne vient pas faire le scoutisme parce qu'on s'ennuie à la maison, non parce qu'on aime la vie de groupe et tout ça, non. On vient au scoutisme parce qu'on a cette volonté d'apporter quelque chose. Si tu veux apporter quelque chose dans ta société, dans ta communauté, ça, c'est pour toi. Donc, on t'attend. Merci. Merci. Ok, merci chef. Je pense qu'on ne pouvait pas mieux finir. C'est une très belle conclusion. Merci d'avoir accepté notre invitation Merci, et c'est de à nous vous. avoir enrichi par toutes ces explications que tu nous as données aujourd'hui. Et c'est sûr que on aura certainement à te revoir ici pour d'autres thèmes concernant la troupe. Par la grâce de Dieu. Voilà. À toi aussi, merci pour l'initiative. C'est du bon. Et ça donne, c'est l'une des preuves de ce que je dis. Quand on veut apporter des choses, voilà, tu es une co-vivante et on est fiers, Merci chef. très fiers. Ok. Chers amis porteurs de foulard, nous sommes très heureux de vous avoir reçu ici, j'allais dire, jusqu'à la fin de ce podcast-là. Ça a été un moment enrichissant pour moi et j'espère que ça a été également pour vous. On se retrouve très prochainement pour la réception d'un autre chef sur un autre thème. D'ici là, portez-vous bien. Merci. Portez-vous bien. Merci.